vérifier que ça marche bien. Hop, ça a l'air d'être bon. Ok. Allez, Zou, on est parti pour une petite demi-heure pour discuter du coup de Cloud Run à Cloud North. Ça fait beaucoup de mots Cloud. Merci à tous d'être présents du coup pour cette conf. Je vais me présenter rapidement. Ah, du coup, si j'ai pas le focus, ça marche pas. Non, ça va pas marcher. Bon, c'est pas grave. Moi, je suis Julien Landuré, je suis Google Developer Expert sur la partie cloud de Google, je suis CTO à Zenica, et à côté de ça, j'ai d'autres casquettes communautaires, donc je m'occupe pas mal du GDG Cloud Nantes, qui est du coup un meet-up avec un événement tous les mois, du coup sur le cloud de Google, différents sujets, et pas que d'ailleurs, on fait aussi du Azure, on a déjà aussi accueilli Sébastien Stormac. Et j'organise aussi le DevFest Nantes 2021 qui a lieu du coup dans 2 semaines. Donc là, on est en plein rush aussi, nous, pour organiser une conf et cette fois-ci en présentiel. Ça va faire du bien de revoir des têtes et du monde en vrai. Je reviens un petit peu en arrière pour raconter un petit peu mon background par rapport à tout ça. Moi, j'ai commencé à jouer avec le cloud en 2010. Donc c'était avec App Engine à l'époque. Donc de mémoire, qui a dû sortir en 2008-2009, en mode preview. Il était en preview pendant longtemps, en général availability genre en 2011-2012. Mais donc c'était un produit qu'on appelait un PaaS, donc un peu comme un Heroku. Hein, donc bon, je vais pas refaire toute l'histoire, mais je pense que vous connaissez ce genre d'outils. Et c'est vraiment ça où j'ai commencé à jouer avec. Je commençais à hoster pas mal de petits projets autour de ça. Moi, j'ai commencé par faire d'abord un projet qui s'appelait Pétanque Party pour calculer des points à la pétanque. Donc ça, c'était sur App Engine en Groovy. Donc, il y a eu différents langages qui ont été rajoutés dans App Engine de fur et à mesure. Du Python, Java, du Go, du PHP, du Node, etc. Et c'est là vraiment que j'ai commencé à découvrir le cloud, à vouloir comprendre ce que c'est un service managé. Voilà, donc je suis devenu vraiment très très fan finalement du cloud, de la manière d'utiliser des services managés. Et puis, bah, évidemment, je suis tombé un peu côté Google Cloud, donc voilà, je me suis concentré plutôt sur cet aspect-là. Et c'est grâce à ça finalement que je suis devenu GDE du coup après et que je suis finalement devant vous aujourd'hui. Ce que j'ai à retenir d'App Engine, c'est des choses qui étaient pas terribles. Les runtime étaient limités. À l'époque, par exemple, si on voulait faire un fetch, appeler du coup de la donnée extérieure sur un web service externe, eh ben, il fallait avoir une librairie spécifique qui était fournie par Google pour faire un appel HTTP. Donc on voit le truc qui est quand même un peu lourd, quoi, qui est pas très naturel. Donc il y avait forcément un fort vendeur lock-in lié à cet aspect-là. Par contre, le truc qui était cool, c'est que bah, en ligne de commande, on déployait, on pouvait déjà plugger un domaine custom, on pouvait avoir plusieurs versions disponibles en production et faire du traffic splitting entre elles. Il y avait directement de quoi stocker des données, on va dire, sur le plus long terme, donc avec Cloud Storage ou le Data Store. On avait nos fichiers statiques qui étaient directement disponibles sur un CDN. Et puis le truc à l'époque, donc dès 2010, qui était intéressant, c'est que on avait du scaling de 0 à n avec en plus un free tier assez généreux. Donc moi, mon outil voilà, de pétanque, bah, en fait, quand personne faisait de la pétanque ou rentrait le score sur leur mobile et tout, là, ça ne me coûtait rien. Et ça, c'était quelque chose à l'époque que je trouvais hyper cool comparé à bah, voilà, ce que je faisais en entreprise où les serveurs ils tournent toute la nuit, tout le temps, peu importe le nombre de personnes qui sont présentes sur l'appli. Alors, durant ce talk, en fait, je vais essayer de vous présenter différentes notions au fur et à mesure de mon parcours, de mon background, et puis essayer de schématiser ça sur une échelle valeur-complexité. Le rond, en gros, c'est le point d'interrogation, c'est là d'où on part. Donc, c'est pas forcément du cloud, c'était l'utilisation de librairies tierces. Tout à l'heure, j'ai parlé par exemple de faire un fetch avec une lib dédiée. Bah, faut imaginer, je ne sais pas, des libs Spring spécifiques, ce genre de choses. Et donc, finalement, on utilise beaucoup de libs tierces aussi quand on est développeur, que ce soit en Python, en Java ou autre, on importe des choses. Bah, là, on va dire qu'App Engine, là-dessus, niveau complexité, bah, c'était des libs tierces. On avait l'aspect vendeur lock-in. Donc, bon, je ne l'ai pas représenté là sur ce schéma-là, mais ça apportait quand même beaucoup de valeur. Okay, donc par rapport à tout ce que j'ai montré avant. Donc toutes les fonctionnalités présentées avant apportaient vraiment de la valeur et je trouvais ça sympa de voir un petit peu ça. Donc ça, c'est une première notion, la notion un petit peu de passe par rapport à là et mon background. Et donc aussi, le truc qui m'a intéressé là-dedans, c'est de suivre App Engine. Donc dès 2011, en fait, avec d'autres collègues qui ont cofondé le GDG Nantes avec moi, on est allé au Google I/O pour découvrir ce que c'est une conférence on va dire internationale, voilà, avec Google derrière.
Et vraiment, ça a été un petit peu notre objectif de créer quelque chose aussi qui soit l'équivalent, donc qui est le DevFest Nantes aussi aujourd'hui. Donc c'est ça aussi qui m'anime, on va dire, pour animer des communautés. Après, il y a quelque chose qui est arrivé qu'on appelle la conteneurisation. Donc voilà, la fameuse baleine, donc à l'époque qui avait peut-être un peu moins bleu qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le bleu est un peu plus pétant. Donc c'était Docker. Ce qui était intéressant de voir, c'est que j'ai eu la chance d'aller à San Francisco en 2015-2016. Et en fait, même dans les pubs, on entendait des gens au bar parler de Docker, de conteneurs et tout. J'étais en mode, bah dis donc, ouais, ça a l'air d'être important ce truc-là. Donc c'est là que j'ai voulu tester un peu cette technologie qui paraissait innovante. Et puis, le truc qui était intéressant, je trouvais, c'est que moi, j'avais une petite base de commandes Linux, ce genre de choses, mais ça a permis vraiment de retravailler un peu ces concepts côté Linux. Donc, c'était plutôt cool, une bonne expérience. Docker, donc moi, je vois ça vraiment comme un package manager un peu universel, dans le sens où, quel que soit le runtime, on peut installer des choses dessus. Par contre, du coup, les points un peu négatifs, c'est qu'il y a une nouvelle syntaxe. Ok, bon, pourquoi pas, c'est le Dockerfile, avec, on va dire, les concepts qui sont derrière. Les trucs pas forcément toujours très clairs, c'est toutes les options du démon qu'il y avait, etc. L'installation de Docker et de sa CLI sur les différents PC, donc Windows, Mac, Linux, sachant que voilà, ça fait beaucoup de bruit en ce moment, Docker Desktop. Et puis l'aspect sécurité, à l'époque, en 2016, tout le monde était non, mais Docker, c'est pas sécurisé, il y a des problèmes, ça va poser problème. Moi, ce que je trouvais cool, c'est que c'était plutôt open source. On avait déjà des concepts, du coup, de se dire que c'était pour créer des environnements un peu éphémères. Hein, donc, on lançait plutôt des Docker Run, des Docker Run, des Docker Run, et puis on ne s'amusait pas à réutiliser un conteneur déjà existant. Ça permettait de démarrer des choses très rapidement, c'était populaire, on avait plein d'images. Et puis, rapidement, tous les cloud providers proposaient des services autour de Docker. Donc là, en fait, si je reprends l'échelle, je trouve que Docker, c'est intéressant. Ça apporte de la valeur. Alors, c'est pas tout à fait la même valeur qu'un App Engine, mais ça apporte de la valeur différemment parce que du coup, on n'est pas limité dans les runtime. On a quelque chose qu'on peut vraiment promouvoir d'environnement à d'autres environnements. Donc, ça répond pas tout à fait au même use case qu'App Engine, mais voilà, ça répond quand même à pas mal de choses. Et puis, en termes de complexité, voilà, j'ai expliqué donc, des concepts Linux, des bonnes pratiques autour du Dockerfile, l'aspect sécurité. Voilà, tout ça, ça rajoute quand même un poil de complexité. Juste pour rappel, c'est que Docker, en gros, hein, ça se base quand même massivement sur tout ce qui est Linux. Et puis, en fait, cette année, quand même, les 30 ans de Linux. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est, on va dire, toute la progression avec l'adoption, du coup, de Docker, de Kubernetes qui est arrivé. Donc, 2014, voilà, Kubernetes, on a eu GKE, Kubernetes qui a été redonné à la CNCF, donc la Cloud Native Computing Foundation. Et puis, tous les grands ont adopté du coup le fait d'avoir un moteur Kubernetes sur leur solution de cloud, donc que ce soit à côté Google Cloud, Azure ou AWS. Un petit point après derrière que j'ai commencé à regarder, c'est l'orchestration. Donc souvent, c'est l'étape naturelle une fois qu'on a containerisé ces éléments. C'est de regarder un petit peu, voilà, au niveau de Docker, on est sur vraiment l'idée d'avoir un conteneur à un instant T, un ou deux peut-être qu'on peut gérer manuellement, mais du coup, quand on veut scaler ou gérer des centaines de conteneurs, comment on fait? C'est là qu'on a besoin du coup d'une notion d'orchestrateur. Donc c'est là où le fameux Kubernetes est arrivé. Voilà, en 2018, j'ai commencé à regarder un peu ce que ça donnait. On avait fait avec un collègue une première presse en janvier 2019 au GDG Club Lyon. Bon, c'était intéressant, voilà, ça avait plein de nouveaux concepts à découvrir. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas trop de nouveaux concepts notion de pod, de service, d'ingress, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Il y a pas mal de nouveaux mots-clés. Il y a la syntaxe YAML, du coup, qui est arrivée avec quand même toute une syntaxe particulière. Et puis, il y a des choses quand même très très bonnes, c'est que la communauté, on sait, est une des communautés les plus fortes aujourd'hui, on va dire, dans les projets open source. C'est très bien documenté, c'est supporté par plein de providers. Il y a vraiment une santé voilà, communautaire, parce qu'il y a vraiment des contributions de plein d'organisations différentes. Ça a été vraiment créé pour voilà, résoudre des problèmes de scaling de conteneurs à grande échelle. Et puis, voilà, on a la démarche PEP versus Cattle. On a surtout aussi le point qui est très intéressant avec l'orchestrateur, c'est de se dire vraiment qu'on est là en train de déclarer un état
désiré versus un état actuel. Donc là, on peut rejoindre un petit peu avec la conf d'avant, avec tout ce qui est TF state, etc. Mais ça, je trouve ça intéressant de plutôt essayer de décrire ce qu'on souhaite avoir et laisser quelqu'un, donc là en l'occurrence Kubernetes, faire en sorte que l'état actuel corresponde à l'état désiré tout le temps. Donc ça, c'est vraiment un point assez important que je trouve très sympa avec les orchestrateurs. Donc ça permet d'avoir des choses intéressantes, on a pas mal de valeurs, que ce soit sur les aspects cloud et non cloud. Ça reste un projet open source, interopérable. Voilà, on a une notion vraiment de vous avez des nœuds à disposition, ça accueille vos apps, donc c'est quand même pas mal. Mais on a vu qu'il y a des concepts en plus, donc je dirais que c'est quand même un poil plus complexe. Et puis en fait, si on y réfléchit bien, bah, Kubernetes, ça peut faire beaucoup plus de choses. Voilà, son point fort, c'est que il y a plein de plugins, il y a plein de projets open source. Donc rien que dans la CNCF d'ailleurs, hein, que ce soit en sandbox, en incubating ou en graduated, on retrouve plein de projets open source autour de l'aspect cloud native et de Kubernetes. Donc on peut composer avec plein de projets différents. Donc voilà, en standard, on a l'aspect rollout, on a les all checking, le load balancing en interne, on a les custom domains, qu'on peut avoir du coup avec différents produits comme Traffic. On a la notion de service mesh avec des produits populaires comme Istio, du Scale from Zero avec Keda côté Azure, ou Knative plutôt propulsé par Google Cloud. De la sécurité avec des projets comme Falco, etc. Bref, on a vraiment pas mal de choses pour en fait gérer de la backup, de la sécurité, voilà, nos objets stateful. Bref, on a vraiment beaucoup de choses, mais ça demande quand même des compétences à chaque fois. Donc moi, c'est vrai que moi, je suis toujours resté d'un point de vue plutôt développeur, utilisateur de Kubernetes, et j'ai jamais voulu trop regarder trop sous le capot parce que je sentais que c'était quand même assez complexe. Et là-dedans, du coup, bah, je trouve que finalement, c'est peut-être presque trop. Ok. Donc si on résume, finalement, Kubernetes, c'est peut-être voilà, les pointillés. On a l'impression, quand on reste d'un point de vue utilisateur, que bon, déjà, ça ajoute de la complexité, mais finalement, ça va. Et puis en fait, si on regarde sous le capot, ben, voilà, si on veut gérer plein de choses et avoir pas mal de valeurs, on va dire, des choses pour être rapidement en production, avec un custom domain, de la sécurité, voilà, tout ce qu'il faut, on va dire, pour un système cohérent, bah, ça ajoute voilà, d'autres systèmes, d'autres plugins, etc. Et l'autre point qui est intéressant aussi, c'est que même chez les cloud providers, si on veut regarder voilà, comment déployer son Kubernetes, que ce soit GKE ou d'autres solutions, il y a toujours des petites particularités liées au cloud provider qu'il faut aussi apprendre finalement, en plus de la connaissance du projet open source Kubernetes. Okay. Donc voilà, on a pas mal de choses. On a ce qu'on voudrait sur l'équivalent d'un pass avec le pointillé. On peut l'installer chez soi, donc ça c'est cool. Mais voilà, il y a pas mal de briques supplémentaires qu'il faut comprendre, mesurer, installer, configurer. Donc voilà, la notion de cloud native, c'est finalement est-ce qu'on n'essaie pas de composer avec plein de briques pour ressembler à un cloud provider ou essayer de faire ça. Donc là, moi j'aime bien toujours ce petit, donc c'est sur Memenetes, hein, pour ceux qui connaissent bien. Donc ça résume un peu mon état d'esprit. J'avais l'air d'être voilà, content sur Kubernetes. J'ai vraiment aimé Docker, hein. J'ai une image que je continue de maintenir, etc. Puis finalement, non, l'aspect voilà, être content de découvrir Kubernetes a un peu disparu après. J'ai quand même passé la CKAD pour valider un peu mes acquis, voir ce que je savais, mais vraiment la partie admin m'attirait pas plus que ça. Et je voyais pas trop l'intérêt d'aller plus loin sur Kubernetes, parce que par rapport à mes use cases d'aujourd'hui et en tant que développeur, je préfère rester à un niveau voilà, d'abstraction qui me correspond en tant que développeur. C'est là où du coup la notion de serverless est intéressante. Okay. Donc le serverless, il y en a différents niveaux côté Google Cloud. Donc historiquement, il y a App Engine, donc on appelait ça un pass. Maintenant, on va dire que c'est aussi du serverless, puisque ça scalait depuis zéro. Ça se déclenchait avec un trigger HTTP. Donc on rejoint un petit peu et on a un pricing vraiment pay as you go. On ne paye pas pour des nœuds qui tournent tout le temps. Donc là, on était vraiment aussi dans un pricing qui ressemble un petit peu à la définition du serverless. On a les Cloud Functions, donc l'aspect FAS, Function as a Service, okay, pour pareil, enchaîner différents traitements, peut-être un peu plus petits dans l'idée. Et puis on a un truc qui est un peu à mi-chemin entre les conteneurs, le PaaS et voilà l'aspect serverless qui s'appelle Cloud Run, qu'on va regarder un petit peu. Donc Cloud Run, ce qui est intéressant, c'est qu'on va dire que c'est une notion
où on va pouvoir déployer quand même un conteneur, mais ça reste une notion de serverless. Alors, il y a forcément un certain contrat qu'il faut respecter, que ce soit au niveau du conteneur et puis de ce qui est supporté aujourd'hui sur la plateforme côté Google Cloud. Donc, c'est que du HTTP. Finalement, on déploie un seul conteneur. Donc, peut-être que si on veut avoir une infra complète, il faut aussi réfléchir pour que ce soit cohérent. Et puis, après, en fonction de ce qu'on fait, on voit qu'il y a les requêtes ne doivent pas durer plus de 60 minutes. On a une notion où c'est stateless, des trucs qu'on trouve assez souvent en ASP serverless. On ne peut pas avoir de background activity, bon, des choses assez classiques. Ce qui est intéressant du coup, c'est que c'est porté aussi avec gvisor, ce genre de choses. Bon, il y a pas mal de points intéressants. Ce qui est vraiment l'avantage dans tout ça, c'est le pricing model. Donc là, on est vraiment dans un pay as you go où en fait, on va payer le temps, pas que le conteneur tourne, mais le temps que notre requête est exécutée. Donc notre requête HTTP, elle arrive. Après, au bout d'un moment, elle ressort. Et en fait, on va payer que ce temps-là, pas le temps où le conteneur a dû être up ou quand est-ce qu'il va s'éteindre. En fait, on s'en fiche un peu. Donc ça, c'est vraiment aussi un truc qui est très sympa avec Cloud Run à découvrir en termes de pricing model. Le déploiement, il se fait assez simple. On peut avoir des custom domains directement. On peut même acheter son nom de domaine directement avec Cloud Run. On a le traffic splitting comme on avait avec App Engine, mais de façon j'allais dire, un peu plus naturelle. On gagne aussi quand même, on a l'avantage d'avoir la portabilité de nos conteneurs. On a des build packs aussi disponibles pour ne pas trop s'embêter finalement avec des Dockerfiles. Donc on peut même directement déployer du code. Il va étudier c'est quoi le code pour créer le bon conteneur avec les bonnes pratiques et le déployer sur Cloud Run. On a du scaling depuis zéro. Et puis tout ça, c'est vraiment propulsé par Knative. Donc s'il faut voir côté Google, c'est qu'on a vraiment l'idée d'avoir différents niveaux. Donc on a vraiment Kubernetes, Istio et au-dessus un peu Knative qui permettent vraiment de compléter le produit Cloud Run. Alors si on regarde un petit peu niveau valeur et complexité, je trouve que Cloud Run du coup, il englobe vraiment ce qu'on retrouvait historiquement il y a 11 ans avec App Engine, ce qu'on trouve avec Docker, mais on voit que c'est pas tout à fait le même use case aussi que Kubernetes, je trouve. Donc là, on est vraiment dans un monde plutôt serverless par rapport à tout ça. Si on regarde la définition du serverless, donc là, j'ai sorti du white paper de la CNCF, justement, qui est un working group dédié à l'aspect serverless. Et donc, on voit qu'il y a une notion d'avoir un déploiement un peu plus fin d'applications, alors qui comprennent une ou plusieurs fonctions, ça dépend comment on le fait, et surtout, qui sont exécutées, scalées par rapport à une demande précise. Donc ça, c'est vraiment le point fort du serverless, c'est de ne pas avoir des choses qui tournent tout le temps, mais vraiment que ça soit exécuté et qu'on soit facturé vraiment à uniquement l'utilisation de cette donnée-là. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, du coup, si on y réfléchit, finalement, est-ce que la valeur de mon côté, c'était pas finalement la facilité vraiment de déployer, de scaler, de monitorer? Donc on va dire vraiment rester d'un point de vue développeur et de se dire, voilà, tout l'aspect un peu infra, ops, est finalement plus ou moins géré par la plateforme. Et puis finalement que, en conséquence, la complexité, c'est un peu tout ce qui est le management justement de mon infrastructure, de mes serveurs. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai tiré la flèche un petit peu serverless, pour vraiment se dire que finalement, dans ma réflexion de serverless, c'est plutôt cet aspect-là. Maintenant, je vais vous passer vite fait une petite démo. Alors, je vais essayer de changer directement d'onglet. Alors, il ne me le propose pas directement. Hop, je vais être obligé d'arrêter et de repartager une autre partie. Désolé. Tac. Alors, j'espère que vous voyez bien. Ça a l'air d'être bon. Donc là, c'est une console Google Cloud. Donc là, on a les différents produits. D'ailleurs, au niveau des produits, on voit maintenant qu'il y a une partie vraiment compute avec Compute Engine, Kubernetes, VMware Engine. Et on voit qu'il y a la partie vraiment serverless avec Cloud Run, Cloud Function, App Engine, comme je vous l'ai indiqué. Donc là, on a vraiment maintenant deux parties pour l'aspect compute. Avant, sous compute, on retrouvait les différents produits comme App Engine et Cloud Function. Maintenant, c'est séparé avec la partie serverless. Donc, on va sur Cloud Run. Cloud Run, quand on crée un service, on va en fait définir du coup une image. Donc là, en fait, je vais sélectionner une image. Ça tombe bien, j'en ai créé une qui s'appelle Cloud Nord, que j'ai tagué Cloud Nord. Je vais pouvoir donner un nom. Hop.
Voilà. Je vais pouvoir choisir une région. Donc, petite particularité là que je trouve sympa sur Cloud Run, c'est qu'ils ont essayé d'afficher du coup voilà, les régions qui utilisent le moins de CO2. Donc, typiquement pour nous, Français, je crois que c'est la Finlande qui est le plus près et qui est le plus intéressant. Ici, donc du coup, comme je vous l'ai dit, on a un pricing où en fait on va payer, on va avoir du CPU et on va payer uniquement par rapport à la requête pendant qu'elle est processée. Donc c'est ça que je veux. Le monitoring, enfin le scaling, pardon, on va avoir des instances donc de 0 à n, ok. Et puis j'ai tout un tas de fonctions avancées pour définir plus de choses au niveau de mon conteneur, au niveau de sa capacité, du temps du timeout, le nombre maximum de requêtes par conteneur. Donc là, c'est vrai qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est un peu différent comparé à la notion de function as a service. C'est que là, les functions as a service, souvent, on va avoir une requête, une fonction, alors que là, notre conteneur va pouvoir du coup accueillir plus d'appels entrants. On va évidemment retrouver différentes notions de secret, de variables d'environnement, les connexions potentiellement pour se connecter à une instance SQL et donc ne pas oublier de mettre une limite aussi de scaling haut pour ne pas bousiller notre connexion à notre base, et puis des éléments liés à la sécurité. Donc voilà, ça reste assez simple à créer. Je vais juste montrer un service que j'ai déjà créé, puisque ça prend une petite minute à créer un service. Hop, je vais pouvoir d'ailleurs copier l'URL dans le chat de mon service Cloud Nord. Tac. Et donc, vous allez pouvoir voir le résultat où en fait, on a un petit retour qui est démo for Cloud Run, for Cloud Nord with Cloud Run. Beaucoup de mots Cloud. Donc là, vous voyez que je suis sur la région Europe North One. On voit qu'il y a un certain nombre de métriques disponibles. Bon, on voit que j'ai pas eu beaucoup d'appels. Je vais retrouver donc des révisions. On va revenir dessus un petit peu après. On va retrouver des infos donc, sur les logs. Donc, je vais avoir directement, moi, en tant que développeur, un certain nombre d'infos sur les logs de ce qui est exécuté. Je vais avoir les infos sur le trigger. Donc là, on voit que c'est un trigger de type ingress où en fait, c'est des appels publics HTTP, mais avec le mécanisme côté Google, donc d'Event Arc. Donc ça, c'est une norme aussi qui s'appelle Cloud Events, qui est compatible du coup avec Event Arc, qui est l'implémentation côté Google Cloud. L'idée, c'est de pouvoir aussi avoir des triggers de différentes sortes. Ça peut être, je sais pas, le billing arrive à tant de valeur, j'ai reçu un élément sur ma bucket, ce genre de choses. Donc d'avoir vraiment aussi Cloud Run qui répond finalement à des événements un peu comme une function as a service. Dans le détail, bon voilà, on a différents éléments. Et puis l'aspect YAML, donc ça c'est vraiment intéressant, c'est de se dire que finalement, c'est basé sur Knative. Je vais pouvoir me dire que si vraiment j'ai besoin, je peux copier-coller vraiment le YAML ou l'éditer et finalement avoir l'équivalent de ce que j'ai aujourd'hui sur GCP, mais peut-être sur un Kubernetes qu'à Knative ailleurs. Donc ça, c'est vraiment aussi la force, vraiment, je trouve, de Cloud Run, c'est que ça permet de faire un peu ce qu'on veut, un petit peu comme je vous racontais tout à l'heure avec App Engine, des limitations qu'on avait, tout en n'ayant pas du coup cet aspect vendor lock-in par rapport à tout ça. Si je reviens à mes révisions, vous voyez du coup voilà, un certain nombre d'infos. Donc là, pour le moment, la latest, elle s'appelle Cloud Run. Et vous voyez que j'ai une autre révision que j'avais taguée first. Et vous voyez du coup, pour chacune de mes révisions, je vais avoir en fait une URL dédiée. Okay, donc ça me permet finalement de pouvoir tester mes conteneurs qui sont déployés. Donc là, je vous mets le lien dans le chat typiquement de mon conteneur qui était first. Ok. Et du coup, first, voilà, on peut cliquer dessus et je peux lui donner un autre nom. Donc, je peux l'appeler test. Voilà, on pourrait imaginer différents niveaux du coup de naming comme ça en fonction voilà, de mes révisions de conteneurs qui sont déployés. Ce qui est intéressant de voir du coup, c'est que je vais pouvoir en fait gérer mon trafic entre mes différentes révisions. Ok. Donc, je vais pouvoir, ça c'est quelque chose que moi je connais avec App Engine depuis vraiment pas mal d'années, de pouvoir se dire, finalement, un certain nombre de mes apps sont prêtes en production, c'est juste qu'elles ne sont pas servies à mes utilisateurs. Et l'idée, c'est de potentiellement se dire que, typiquement pour le site du DevFest, j'ai déjà fait des mises en prod finalement dans le bus ou dans le tram à Nantes. C'est assez simple en fait, c'est juste de rediriger le trafic, de dire telle révision, j'ai checké, ça a l'air bon, hop, je clique et en fait, le trafic passe à 100% sur la nouvelle version. Okay. Ce qui est intéressant du coup ici, c'est qu'on peut gérer vraiment un trafic voilà, qui évolue au fur et à mesure et de se dire peut-être que ma nouvelle version, je vais mettre
voilà, 20% sur ma nouvelle version, et puis que la dernière, je vais gérer différemment. Okay, donc ça, c'est vraiment le truc qui est intéressant par rapport à tout ça, de pouvoir vraiment gérer mes révisions comme cela. Il est 9. Ouais, je vais pas redéployer de nouveaux éléments, mais je vais vous refinir sur les slides. Hop, désolé pour la manip. Tac. Donc pour conclure un petit peu mon point de vue par rapport à tout ça, c'est que Cloud Run finalement c'est un peu ce qu'on a avec les passes, c'est que pour la majorité des use cases, des apps qui sont je veux pouvoir avoir une partie front, une partie back-end, et me connecter à une base de données, appeler du storage, avoir voilà, des fichiers, manipuler des fichiers, transformer un PDF et puis appeler une autre base ou appeler un autre endpoint, ce genre de choses. Voilà, Cloud Run, on peut le faire sans aucun problème. Ce qui est intéressant de voir aussi avec Cloud Run, c'est que c'est un des projets que vraiment Google Cloud mise énormément dessus. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'avancées sur les 2 dernières années sur Cloud Run. Il a rattrapé son retard sur App Engine en quelques temps, tout en restant du coup sur une notion voilà, on a l'aspect serverless tout en ayant un conteneur qui tourne. Donc c'est vraiment maintenant l'idée de remplacer App Engine avec ce genre de solution. Puisque du coup, voilà, même si App Engine en dernière version a moins besoin de librairies particulières tierces pour fonctionner, Cloud Run répond à tout ce que j'avais sur App Engine et finalement peut-être mieux. C'est interopérable, donc il y a le support avec l'aspect Knative, l'aspect Cloud Event, donc ça marche plutôt bien. Et puis, c'est vrai qu'en expérience de dev pour déployer, comme je l'ai dit, c'est assez sympa parce qu'on a un émulateur local. Alors, on pourrait se dire, oui, je peux faire tourner de toute façon Docker aussi, mais on a aussi un émulateur local. On a les notions de build pack aussi qui permettent potentiellement de déployer sans forcément trop s'embêter avec les Dockerfiles. Donc, en fonction de son niveau de maturité, on peut plus ou moins en fait se dire, je déploie, je fais totalement confiance. Je connais Docker, donc je déploie avec mon Dockerfile, mais je laisse tout Cloud Run en mode manager. Et puis même à un autre niveau, de se dire, voilà, je connais Docker, je connais bien Kubernetes et j'en ai un d'installé. En fait, avec Knative, je peux déployer sur mon Kubernetes à moi. Voilà. Donc cette notion-là qui est assez intéressante, je trouve, dans la progression. Pour finir, l'aspect serverless, donc là c'est le State of Serverless 2020, il y en a eu un en 2021 là, fait par Datadog, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a quand même une adoption du serverless, vraiment pour des raisons, je trouve, qui sont assez bien imagées ici, qui sont évidemment la flexibilité du scaling, hein, on fait de 0 à n assez facilement. Les tâches d'administration, si on est du serverless avec une notion de manager comme Cloud Run, vous avez vu les logs, ce genre de choses, tout est rapatrié de façon assez simple. Le coût des ressources, voilà, le fait de passer de 0 à n ou autre, on peut travailler quand même plus facilement par rapport à ça. Le serverless, l'idée, c'est que ça soit orienté événement, donc on a une notion aussi d'event-driven architecture. Et puis, la rapidité de développement, moi, c'est vrai qu'en tant que développeur, j'aime bien ce genre de solution qui ressemble finalement à une notion de pass, où je ne suis pas obligé non plus de faire des petites fonctions. Voilà, j'ai quand même tout le tooling autour de Docker aujourd'hui qu'on peut retrouver. Sachant qu'aujourd'hui, dans les fonctionnels services, voilà, on upload des fois des zips, etc. C'est pas hyper clair sur la façon, il n'y a pas un état de l'art très clair sur la façon de déployer des fonctionnels services. Hein, alors que là, au moins, avec la conteneurisation, on a quelque chose quand même qui est peut-être plus standard par rapport à tout ça. Pour résumer, ce que je trouve intéressant, c'est que le serverless et Kubernetes, c'est quand même deux mondes un petit peu différents, mais ils peuvent supporter l'un l'autre. Hein. On voit qu'on peut avoir des notions de serverless sur Kubernetes. Puis voilà, il y a des choses aussi qui arrivent comme Kubernetes, autopilote, etc. par Google pour essayer de simplifier finalement la gestion d'un Kubernetes. Les solutions vraiment serverless basées sur des conteneurs arrivent de plus en plus. Hein. Donc il y a Builder côté Amazon sur lequel aussi ils travaillent beaucoup. Pour résumer, je pense que c'est le mot aussi dans pas mal de conférences, et c'est le bon outil pour faire la bonne chose. Hein. Il y a vraiment ne pas non plus surfer trop sur des éléments de hype ou autre, mais c'est vrai qu'un App Engine qui a 11 ans, ça marche toujours très bien finalement. C'est juste que voilà, moi aussi j'ai progressé en Docker, donc je me sens plus à l'aise aujourd'hui avec Cloud Run, mais il y a encore plein d'apps qui fonctionnent et fonctionnent très bien sur App Engine. Et puis, n'oubliez pas de trouver votre voie aussi. Hein. Moi, à un moment donné, avec Kubernetes, je commençais à rentrer de plus en plus dans un monde, on va dire, côté admin.
et finalement que j'apprécie pas forcément. Je préfère rester peut-être plutôt côté développeur, avoir plus de services managés et pouvoir finalement peut-être sortir plutôt de la fonctionnalité que de regarder comment ça tourne derrière. Donc c'est à vous de regarder un petit peu par rapport à ça, selon vos affinités, ce que vous préférez. Il est 17h14. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Et puis, vous pouvez me suivre du coup sur Twitter, Gilles Andur. Et les slides seront disponibles sur mon speaker deck aussi après la conférence. Merci à vous. Parfait. Merci, Julien. Il nous reste 5 petites minutes avant de se retrouver pour la keynote. On est en train de caler tout ça. Et voilà. Et on a mis le petit lien Open Feedback aussi pour laisser quelques feedbacks ou autres à Julien sur son sujet. Et surtout, merci à toi d'être passé pour présenter ce sujet sur Cloud Run. On se retrouve dans 5-10 minutes. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure.